bien voilà, dernier après-midi, dernier débat de cette 9e édition de Medfeld. Rebonjour à tous. Nous avons appelé Tutti Frutti parce que nous allons faire le point sur plusieurs filières de fruits françaises. Je ne suis pas sur le plateau, mais je vous surveille, nous dit-on. Pour ce dernier débat, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Granado, directrice de l'AOP Fraises de France. Bonjour. On dit bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà. Jocelyn Saint-Raymond, directeur de l'ANPP, l'association nationale Pommes et Poires. Bonjour. Et Paul Faburel, qui est le délégué général de la GFL, la gouvernance économique des fruits et légumes, qui représente les présidents des AOP raisins et cerises, qui devaient être avec nous aujourd'hui, mais qui ont eu un empêchement de dernière minute. Merci et bonjour. Merci, bonjour Olivier. Oui, j'excuse les présidents des AOP qui regrettent de ne pas avoir pu participer à ce débat. Qui était programmé, mais c'est vraiment un empêchement de dernière minute, mais vous les représenterez avantageusement. Jocelyn Saint-Raymond, avant de rentrer dans le détail de chacun des produits, peut-être un point général sur l'ambiance et le climat dans la consommation des fruits et légumes frais. Alors, l'ambiance et le climat sur la consommation. Plutôt que vous parler de chiffres, c'est peut-être vous parler des tendances, notamment des tendances sociétales. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une réduction de la consommation de viande, de produits carnés, et une tendance quand même qui donne le vent en poupe au végétal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance et une opportunité pour nos filières. Alors, on est tous favorables à une alimentation extrêmement diversifiée. On adore la côte de bœuf aussi, mais on ne crache pas sur la tendance et sur le fait que ça puisse pousser à faire consommer un petit peu plus de nos produits. L'autre tendance qui est assez forte, c'est une tendance à l'origine France, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, et peut-être notamment la fraise nous fera un petit focus là-dessus. Voilà. Alors la fraise justement, comment se porte la filière fraise en France, qui a connu il y a quelques années de grandes difficultés, mais qui se redresse gentiment mais sûrement. Caroline. Oui, gentiment et sûrement, comme tu l'évoquais. La filière fraise française a connu de nombreuses années de crise dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 où les producteurs ont vraiment réorienté leur profil variétal des plantations en développant des variétés différenciantes, gustatives, par rapport aux produits d'import, le produit qu'on connaissait habituellement et le produit de masse qu'on retrouvait sur les étals dans les années 90. Les producteurs ont énormément travaillé autour de la qualité. Alors elles sont là, les fraises offertes gentiment par nos amis de Prince de Bretagne, mais continuez. Avec une différence variétale, donc comme je vous le disais, au niveau du goût, on a vraiment une typicité là sur Garriguette avec un produit sucré, acidulé, mais aussi une différence en termes de visuel. Ce qu'on connaissait habituellement sur le produit d'import, ce sont des grosses fraises rondes. Et aujourd'hui, le fer de lance de la production française, ce sont des variétés de type allongé, avec Garriguette qui représente pour nous, au niveau de l'AOPN fraise, 45% des volumes. Donc c'est quand même très important. Ce choix variétal et cette réorientation vraiment des emblavements de la production française autour des variétés gustatives a permis à la production de se redresser par des choix gustatifs, mais aussi par une amélioration des pratiques en production avec le développement du hors-sol qui aujourd'hui, pour nous, au niveau de l'AOP, représente plus de la moitié des volumes, entre la moitié et 60%. Sur des techniques qui attirent aussi l'installation des jeunes parce qu'on est sur des outils techniques intéressants, un produit fragile pour lequel il faut s'occuper et auquel il faut apporter beaucoup de soins et de passion pour arriver à un résultat qui est certes magnifique sur nos étals. Alors grosso modo, quelle est la consommation annuelle de fraises en France et quelle est la part de la production nationale et de l'import dans cette consommation ? La consommation de fraises annuelle en France est autour de 125-130 000 tonnes. Et la France en produit 45 000. D'accord. Donc on voit qu'on a la part de l'import qui est très important de la consommation française, vu qu'une fraise sur deux deux fraises sur trois sont des fraises d'importation qui sont consommées en France. Pourtant, ce qu'on voit paraître avec une étude que nous avons menée l'année dernière, c'est qu'on a un développement de la consommation, et c'est ce que le disait Jocelyn par rapport à l'attirance sur les produits français,
d'une réorientation de la consommation des Français vers le produit vraiment français. Et sur ces variétés, autres que Garriguette, les variétés rondes, on voit qu'on a une hausse de la consommation sur l'origine France qui est plus de 40% en 5 ans. Donc vraiment un positionnement fort de la fraise française par rapport à ce produit d'import. Donc la marque France, ça marche en fraise. Ça marche en fraise parce qu'il y a vraiment un produit différencié et différenciant par rapport aux produits d'entrée de gamme ou de cœur de marché. Et donc là, on est rentré déjà, les premières fraises, on les a déjà depuis 1 ou 2 mois, mais on va rentrer dans le plein de la campagne. Est-ce que pendant la saison, l'origine France prend le dessus, ou il y a toujours la concurrence entre les deux, ou est-ce que l'importation, c'est pendant que nous sommes moins en production ? Alors oui, il y a vraiment une complémentarité entre les types de production à l'import qui arrivent dès fin décembre aujourd'hui, voire le mois de décembre avec le Maroc, janvier, février avec l'Espagne, une cohabitation mais sur des segments différents, France-Espagne courant mars, mi-avril, et sur le mois de mai, vraiment une orientation sur le produit français. Et sur l'arrière-saison, on retrouvera les produits d'Europe du Nord venant d'Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Alors je vous propose qu'on fasse d'abord un tour de plaine presque sur les productions, et puis après on reviendra sur les actions de communication et les perspectives de chacune de vos filières. Alors Paul, on commence par quoi? La cerise, le raisin? Qu'est-ce que vous préférez? Moi personnellement je préfère la cerise. Eh bien alors on y va sur la cerise, on est en pleine saison. Alors on n'a pas de cerise sur le plateau, elle devait descendre de Céré à quelques kilomètres d'ici, mais il a neigé, donc le chasse-neige n'a pas pu passer. Non, je blague, mais on n'a pas de cerise, mais elles ne sont pas très loin. Comment se porte la filière cerise? Et puis après une année difficile, avec là un printemps difficile aussi, donc quel est le point de la production de la filière française? Alors on avait commencé la saison avec une année qui était assez précoce et on avait des belles floraisons, donc c'était parti assez positivement, sauf que forcément l'épisode de gel a été un peu dur pour certains producteurs localement, donc des pertes qui peuvent aller parfois jusqu'à 100% chez certains agriculteurs, mais on reste quand même sur un bon potentiel de récolte pour 2017, donc on va arriver à un résultat à peu près équivalent à l'année dernière. Équivalent à l'année dernière, malgré tout. Voilà. Un petit peu inférieur, mais on reste mais équivalent. C'est encore très dur de donner une estimation, et surtout que les épisodes de froid ne sont pas encore totalement passés. Il y a dur d'être sérieux là. Il y a Bis qui est vraiment en forme, mais on va y arriver. On va y arriver. Bon courage, Caro. Et donc la cerise sur le gâteau, d'ailleurs, n'oublions pas. Donc c'est quoi les bassins de production de la cerise? Donc on est principalement dans la vallée du Rhône pour la cerise, et après on va aller effectivement plus sur le sud du Languedoc-Roussillon. Après les autres bassins, j'ai pas une visibilité totale. Il y a Lyon, il y a une petite production dans Lyon. Oui. Et elles sont bonnes en plus. L'autre actualité sur la cerise, c'était l'an dernier l'interdiction d'un produit, le diméthoate. On rappelle le dossier, interdit qu'en France, c'est ça? Oui, interdit en France. Qui est important pour lutter contre la Drosophila Suzuki. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément... Qui est une mouche, c'est ça? Voilà, c'est une mouche qui vient pondre dans la cerise. Donc on n'a pas de moyens de lutte aujourd'hui autres que des moyens chimiques. Donc malheureusement, malgré les travaux d'expérimentation qui sont faits, donc aujourd'hui, le diméthoate est le seul produit qui permet d'avoir un résultat significatif en termes de qualité pour la cerise. Et effectivement... l'année dernière, il avait été interdit. Voilà. Et pour compenser, si on peut dire, cette interdiction, on avait mis en place, oui, le ministère avait mis en place une clause de sauvegarde qui empêchait l'importation de produits utilisant du diméthoate. Pour un an. Et l'information du jour, c'est que la clause de sauvegarde a été reconduite. On a eu la publication au journal officiel aujourd'hui. Donc voilà, au ministère de l'Agriculture, ils savaient qu'il y avait un débat sur la cerise à Medfeld aujourd'hui. Ils se sont dit, on ne peut pas se louper. Donc ils ont publié comme quoi ça sert les salons et les débats sur les salons. Donc malgré tout, c'est un moindre mal et c'est une bonne nouvelle. Oui, à moindre mal. Je ne sais pas si les producteurs, ça va leur faire faim. Mais en gros, on doit
on ne doit pas pouvoir importer de cerises traitées au diméthoate, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et ça marche? Ça a marché sur la dernière campagne? Je ne saurais pas dire exactement. Je ne sais pas si Jocelyn, tu as eu plus de retours l'an dernier, si la clause avait bien fonctionné. En théorie, ça a marché. Tout est dans le en théorie. C'est ça, enfin, c'est surtout le niveau de contrôle et la capacité à contrôler les importations. Aujourd'hui, elle est extrêmement faible, donc l'application, elle est théorique. Je pense que commercialement, c'est un jeu dangereux d'importer un produit traité au diméthoate. Donc on peut considérer probablement que ça a marché. Après, la réalité des faits, vu la faiblesse des contrôles, je pense qu'on peut quand même garder un certain nombre de doutes. Mais elle fonctionne comment cette clause? On interdit l'importation de produits, de pays qui autorisent le diméthoate ou de cerises traitées au diméthoate? Non, sur l'interdiction, c'est vraiment sur les cerises traitées, c'est pas relatif Donc, à des origines. Oui. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait assisté à certains pays qui demandaient l'interdiction justement pour lever tous les doutes. Ça avait été le cas notamment par exemple de la Belgique. D'accord. Un autre mot sur la cerise? Paul? Non, sur la cerise, en tout cas, au niveau des prévisions, on en est là à peu près. Le débat va continuer sur le diméthoate pour voir quelle suite on va donner à cette affaire, parce qu'on ne pourra pas continuer éternellement avec une clause de sauvegarde qui va être reconduite tous les ans. Donc ce sera soit on remet en place le diméthoate, soit on a les moyens pour faire une recherche et une expérimentation pertinente sur Drosophila Suzuki. Mais ce qui peut prendre un certain temps. Voilà, on espère que le futur ministre de l'Agriculture sera sensible à ces questions. Alors nous n'avons pas de boule de cristal pour connaître le nom du futur ministre de l'Agriculture, donc on verra. Jocelyn, on parle de pommes? On va parler de pommes et puis un petit peu de poire aussi. Oui, mais pommes d'abord, puis on reviendra au raisin et puis on parlera de la poire ou l'inverse. Pomme, allez. Non, sur pommes, peut-être l'actualité qui nous a le plus marqué sur l'année, si on fait un petit peu de rétrospective, c'est les difficultés commerciales qu'on a pu connaître sur l'Algérie. Vous savez qu'on a été impacté, comme nombreux produits, par l'embargo russe en 2014. L'embargo russe, ça représentait à peu près 50 000 tonnes de marchandises. Il faut savoir que la production de pommes, on a un potentiel de production d'1 600 000 tonnes. On consomme 700 000 tonnes en frais sur nos marchés, on exporte 700 000 tonnes. Donc l'embargo russe, 50 000 tonnes, c'était significatif pour nous. Et les exportateurs ont su trouver des destinations nouvelles. Nous avons là une nouvelle difficulté qui est liée à des difficultés économiques et à des choix stratégiques de l'Algérie qui ont stoppé les importations de tous les produits. Ça nous touche directement puisque certaines zones de production, notamment de Golden, Provence, Alpes, étaient majoritairement fournisseurs de l'Algérie. Donc ils sont directement impactés par un marché qui était significatif en volume puisqu'on y faisait en pic, on a été jusqu'à 80 000 tonnes exportées sur ce marché. On était sur un flux habituel de l'ordre de 70 000 tonnes. L'an dernier, on a déjà connu des difficultés où on a été... Le marché est fermé depuis quand à peu près? Alors, déjà l'année dernière, ouais. On a connu des difficultés avec la mise en place d'un nouveau système d'importation avec des licences et des quotas qui a restreint les volumes exportés à 45 000 tonnes. Et cette année, on doit être à peu près à 500 ou 600 tonnes exportées en regard de 80 000 tonnes. Donc on peut considérer qu'on est aujourd'hui sur un marché fermé. On essaye de travailler à la réouverture de ce marché. Alors on va y venir, mais pour préciser, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe. Donc c'est aussi l'Italie, etc. Donc des volumes qui se retrouvent sur le marché. Voilà, donc c'est toute l'Europe. Aujourd'hui, c'était un gros marché pour la France et pour l'Italie, et c'était un gros marché pour la Golden. Donc quand on fait un focus, il y a clairement un impact Golden, mais il y a un impact plutôt pour les metteurs en marché d'une zone particulière, c'est les Alpes. Les Provençaux ont réussi à trouver un certain nombre de débouchés complémentaires. Globalement, au regard des stocks, on a des stocks qui ne sont pas si élevés que ça en Golden, et on a su trouver des solutions commerciales. Il y a quand même sur la zone des Alpes une véritable difficulté, une véritable fragilité sur les exploitations, des problèmes de trésorerie qui en découlent. Malheureusement, on y reviendra certainement, le gel ne les a pas épargnés, donc ils vont avoir une deuxième année difficile. Voilà, donc on est sur ça, c'était peut-être l'actualité marché la plus prégnante pour nous cette année. Et alors on est où dans les discussions avec l'Algérie? Je sais qu'il y a eu des contacts qui ont été pris pendant ce Medfel. Il y a des perspectives de sortie de cette crise? Je pense que les perspectives de sortie aujourd'hui, si nous regardons l'Algérie uniquement comme un marché, nos perspectives elles seront extrêmement limitées.
Par contre, on a quand même un lien historique fort avec l'Algérie, avec une histoire qui a été tumultueuse, certes, mais il y a un lien qui est créé. Donc aujourd'hui, la NPP a proposé à l'Algérie qu'il puisse y avoir un partenariat de filière, qu'on puisse les accompagner dans la production fruitière, ce qui est leur souhait, sachant qu'ils sont déjà producteurs d'à peu près 450 à 500 000 tonnes de pommes. Et que l'on puisse garder en complément, de la même manière que le disait tout à l'heure Caroline, en complément à leur production, un flux commercial d'importation sur la pomme. Et à côté de ça, on a certainement un travail de réflexion stratégique à faire sur les orientations de production des zones qui fournissaient ces destinations. Voilà. Donc ce n'est plus, on ne doit plus les considérer comme un marché de dégagement, mais comme un partenaire. On les aide à produire. On avait le même débat ce matin sur la pomme de terre. C'est intéressant. Donc on est vraiment sur des démarches de partenariat gagnant-gagnant. Paul, je reviens vers vous pour nous faire un point sur la situation du marché du raisin de table. Alors je pourrais vous faire un petit point sur la production. Oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On est un peu sur les mêmes conditions que la cerise, où on avait un bon potentiel au début, et on a eu l'épisode de gel qui a fait pas mal de dégâts dans certaines exploitations. Et donc on arrive à un résultat, enfin un potentiel de récolte qui va être légèrement inférieur à l'année dernière. Donc, Alors c'est quoi les grandes zones de production de raisin de table? C'est le sud-ouest, l'ancien Midi-Pyrénées et la Provence, voilà, c'est ça? le sud-est, voilà, on va être dans ces deux grosses zones de production pour le raisin de table. Ouais. Et c'est souvent des productions annexes du raisin de cuve en général. D'accord. Bon. On revient avec vous, Jocelyn, sur la poire. Oui, alors la poire, je vous ai fait un petit point sur la production. C'est exactement l'opposé de la pomme. En pomme, on en exporte 1 sur 2. Et en poire, on en importe 1 sur 2. Donc aujourd'hui, très clairement, on est déficitaire sur notre produit et on est surtout sollicité par les distributeurs, les grossistes et les détaillants sur une offre française déficiente. Donc on a entrepris d'entamer un travail de réflexion stratégique à la NPP sur ce qui permettrait de relancer une production française de poire. Il y a plusieurs axes à ça. Je pense qu'on a aujourd'hui des pays qui ont fait des choix stratégiques monovariétaux. Ce ne sera pas le cas de la France, compte tenu de la diversité des conditions pédoclimatiques de production et de la forte adaptabilité de la poire à son terroir. Donc on a besoin de conduire une réflexion sur les bonnes stratégies commerciales, sur la bonne segmentation du rayon et de redynamiser un produit qui est peut-être un petit peu ancien, puisque les variétés phares du rayon, c'est des variétés qui ont à peu près 200 ans. Il y a très peu de création variétale, il y a assez peu d'innovation. Donc on a besoin de s'atteler à ce travail-là. C'est un produit formidable et nous avons aujourd'hui une demande. Il y a une place commerciale pour ce produit-là. Ça peut être une réelle opportunité pour des personnes qui souhaitent développer des projets. Sachant que voilà, la poire, c'est un produit de spécialiste, donc on ne s'improvise pas producteur de poire et on ne s'improvise pas metteur en marché de poire. Voilà. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Il y a une demande pour la poire française. Est-ce que sur la fraise, il y a aussi une demande de la distribution, de la restauration collective, en disant je veux de la fraise française et j'en ai pas assez? Oui, je veux. Oui, je veux de la fraise française. Il est clair qu'aujourd'hui, tout commerçant doit avoir de la fraise française dans son rayon. Il peut pas passer à côté de ça. Au-delà d'avoir de la fraise française dans son rayon, il y a aussi une segmentation qui est mise en place depuis quelques années autour justement de ces variétés issues de la création variétale française majoritairement, avec des singularités gustatives qui se différencient des produits d'importation. Donc on parlait clairement de gariguette, ou si on revient sur notre étude de l'année dernière, on voit que gariguette, il y a 5 ou 6 ans, à peine 30% des 30% des 30% des foyers, voilà. Les foyers donc consommaient de la fraise française. Et donc on voit que chaque année on acquiert de nouveaux consommateurs qui sont fidèles. Donc les nouveaux reviennent d'une année sur l'autre. Donc cette fidélisation, c'est un pool important. Et ce pool important nécessite d'avoir le produit fraise française dans le rayon. Si on revient sur la segmentation, on a parlé du fleuron gariguette. Pour mettre en avant gariguette, les producteurs de l'époque, au-delà de la différenciation et en production et gustative et
au niveau du visuel du produit, l'ont aussi différencié via le packaging. On est passé dans les années 90 d'un grammage de 500 grammes à 200 grammes, qui a fait toute la différence entre le produit d'import et le produit français. Ça a été le premier combo binôme qui a été mis en place par les producteurs. Pour amorcer une segmentation. Derrière cela, il y a une autre variété qui aujourd'hui est aussi incontournable dans le rayon. C'est Sifflorette, qui elle se différencie aussi par sa forme allongée, mais aussi par sa forme allongée, mais aussi par sa couleur orangée. Et le combo, différenciation, segmentation, c'est la barquette triangulaire. C'est quoi le combo? Le combo, c'est le binôme. Barquette, forme et typicité variétale. Ça veut dire quoi, combo? Combo, c'est on les met ensemble pour avoir une réaction. D'accord. Le consommateur, il fait la différence entre les variétés de fraises? Alors aujourd'hui, on a... alors je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais en termes de communication, il y a une dizaine d'années qu'on travaille justement sur la communication autour des variétés françaises. Et je continue sur ma segmentation. Oui, je vous en prie. Donc le troisième combo qui a été développé par les producteurs français J'aurais appris un mot aujourd'hui. Pour mettre en avant binôme, si vous préférez. Ça a été autour de la variété Charlotte, qui est vraiment typique, qui a une saveur musquée et une différenciation sur un grammage inférieur à ce qu'on trouve classiquement, donc sur du 400 grammes, avec une identification forte autour de Charlotte. Et aujourd'hui, cette différenciation par le visuel barquette, par le visuel produit, fait que le consommateur est demandeur du produit français et qu'aujourd'hui on est incontournable dans le rayon avec une segmentation qui se multiplie. D'accord, merci. Paul, revenons sur la cerise. C'est un produit pour la production française de courte durée, c'est un produit plaisir, c'est un produit attendu. Est-ce que l'origine est importante? Est-ce qu'il y a beaucoup d'importations ou est-ce que finalement on mange la cerise française quand elle est là et puis après on passe à autre chose? Alors, honnêtement, je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails sur l'importation, sur les niveaux que ça représente, mais en tout cas, oui, on a une tendance de fond sur l'intérêt du consommateur pour la cerise française et les GMS, les distributeurs sont de plus en plus demandeurs de cerises françaises. Ça, c'est un fait indiscutable que l'on observe. Alors, passons au volet communication de notre débat. Quelles sont les actions qui sont programmées pour lancer ou relancer ou développer les campagnes? Alors, passons à la pomme et la poire. Que prévoit de faire la NPP cette année? Alors, que prévoit de faire la NPP cette année? Continuer sur sa lancée. Donc, il ne vous a pas échappé qu'on travaille depuis désormais 2 ou 3 campagnes très fortement et de manière centralisée sur verger éco-responsable. L'idée de verger éco-responsable, c'était de pouvoir capitaliser sur le travail qui a été entrepris par les producteurs depuis les années 95-96. Faut pas lire les dessins avant de répondre. Donc de travailler, de capitaliser sur ce travail qui était donc la production fruitière intégrée, mais qui n'avait pas nécessairement de sens pour le consommateur. Donc aujourd'hui, on a vécu une pression sociétale extrêmement forte de la part des ONG depuis plusieurs années, avec la pomme utilisée comme symbole. Et c'est devenu un peu le symbole de la lutte anti-pesticides, et on a été énormément attaqué. On a eu beaucoup une stratégie en réaction, en défense, et quand on était en défense, on a toujours un temps de retard. Et on est toujours dans la justification, ce qui n'est pas une position facile. Donc vous avez décidé de passer à l'offensive? On a décidé de passer à l'offensive et surtout à la proactivité. Et on s'est dit, il faut qu'on se réapproprie nos valeurs. Et donc les valeurs de production, la philosophie de travail qui est de pouvoir produire de manière la plus responsable possible, respectueuse de l'environnement, respectueuse des équilibres naturels, et d'avoir une rentabilité suffisante pour permettre aux producteurs de vivre de leur métier et surtout de répondre à l'attente consommateur. Eh bien, c'est la traduction de tout le travail qui a été fait depuis 1995, qui se fait au travers du logo verger éco-responsable et de la communication verger éco-responsable. Alors maintenant, ça concerne quel pourcentage du verger pomme et poire français? Alors, aujourd'hui, très clairement, la dynamique verger éco-responsable, elle est assez importante. On est 1 million de tonnes de pommes qui sont engagées dans la démarche sur un potentiel de production français à 1 600 000 tonnes.
Et on a à peu près 50 000 tonnes de poire sur un potentiel de production à 130 000 tonnes. Donc on est beaucoup moins représentatif sur la poire que sur la pomme. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile ou parce que les variétés sont, les vergers sont plus difficiles à conduire ou parce que la structuration de la production et de la mise en marché de la poire est différente. C'est peut-être un produit qui moins lié à l'organisation économique et historiquement les AOP ont été centrés sur l'organisation économique. Il faut savoir qu'à la NPP aujourd'hui on a un peu plus de 280, on doit avoir 290 adhérents si je ne vous dis pas de bêtises sur les chiffres. On a 80 OP et on a à peu près 200 producteurs indépendants adhérents et des expéditeurs. Donc, alors, verger éco-responsable, ça s'est développé dans d'autres produits, je crois. C'est effectivement développé dans d'autres produits. Le conseil d'administration de la NPP a fait le choix d'accorder une concession de marque à l'AOP Pêche Nectarine, qui souhaitait se rattacher à cette démarche-là et pouvoir parler donc, de la production, des méthodes de production verger éco-responsable. Verger éco-responsable, c'est aussi rattaché à l'origine, c'est-à-dire que quand on a une demande sur l'origine France, sur le local, au travers de Verger éco-responsable, on est aussi en défense de l'origine France. Voilà. Ça peut être un atout, par exemple, pour répondre à un appel d'offres de marché de la grande de la restauration collective. Aujourd'hui, très clairement, il y a une demande sociétale qui se traduit par la demande distributeur, que l'on soit face à la grande distribution ou auprès des grossistes à service complet ou de la restauration collective. Nous sommes sollicités pour leur permettre de pouvoir offrir aux consommateurs ou aux convives des pommes verger éco-responsables, très clairement. Caroline, Paul, vous avez des démarches équivalentes, voisines de cette démarche-là dans vos filières? Caroline? Nous, on travaille depuis quelques années sur la mise en place d'une charte de production. Donc on la consolide, on est sur la finalisation de cette charte-là. Et elle va s'appeler comment? On travaille dessus. Vous ne voulez pas dire le nom? Je suis sûr que vous l'avez déjà. Non, on travaille dessus réellement et Verger éco-responsable travaille dessus depuis pratiquement 20 ans. Ouais, depuis 25 ans. Donc c'est une démarche que nous, on a amorcée au niveau de la collective Fraises de France il y a 3 ans. Donc on reviendra l'an prochain pour baptiser la démarche. Et Paul, en cerise et en raisin? En cerise et raisin, j'ai pas connaissance de démarche aujourd'hui similaire à verger éco-responsable. Ouais, c'est une préoccupation quand même, j'imagine. Forcément, ça doit faire partie des sujets qui sont en débat. Notamment sur la question, on revient à la question du démétéoate, de toute manière, c'est lié. Comment on va faire pour s'en passer demain et donc comment on va expliquer aux consommateurs que ces cerises seront peut-être tachetées mais qu'elles seront toujours mangeables et il y aura peut-être une augmentation du prix et donc comment bien l'expliquer aux consommateurs. Donc il y aura sûrement une réflexion à terme. Alors revenons à la fraise, qu'est-ce qui est prévu pour la communication, pour la campagne en cours? Alors la communication sur la campagne en cours est dans la continuité des communications qu'on mène depuis maintenant 5 ans. Avec, lorsque vous me posiez la question tout à l'heure, de la connaissance par le consommateur des variétés, on est sur vraiment une communication autour des variétés et de l'apprentissage des variétés. La chance qu'on a avec le produit fraise et la chance que j'ai de travailler ce produit-là, c'est que c'est le fruit préféré des enfants. Donc c'est quand même très agréable et l'enfant est déjà très attentif au goût et très attentif à ce qu'il mange. Je reviendrai sur la communication. Donc on a fait des études pour vraiment comprendre les préférences des enfants et on se rend compte que très tôt, dès 6-7 ans, l'enfant a des préférences très marquées au niveau des variétés. Donc on s'est dit, vu qu'il a des préférences marquées, il y a la régie qui vient sur le plateau piquer une fraise. Non, mais c'est n'importe quoi. Vu que l'enfant a des préférences marquées, on va le faire reconnaître ses variétés. Et vu que c'est le fruit préféré et qu'on sait qu'il est prescripteur, on va communiquer auprès des enfants qui va prescrire des fraises aux parents, qui va engager de l'achat, donc de la consommation, donc augmenter notre consommation. Donc on travaille sur une continuité enfant-parent avec de la communication télé pour les enfants, sur de la télé enfant, sur du replay, toujours autour des variétés, des différences gustatives, comme on a pu le dire, avec Gariguette plutôt acidulée, Sifflorette plutôt sucrée et Charlotte plutôt musquée. Et parallèlement, on met en regard la même communication adaptée aux parents
pour qu'il y ait aussi un échange de l'intergénérationnalité. On a cette chance-là, tout le monde se rappelle des fraises qu'il mangeait chez mamie, donc on travaille ça, et surtout l'échange, et on voit que ça porte ses fruits, enfin je l'espère, depuis 6 ou 7 ans. Cette communication-là, on voit aujourd'hui que la fraise est un des fruits consommés par les plus jeunes. Donc le fruit le plus jeune aujourd'hui consommé, c'est la banane. C'est un fond de rayon, hein, c'est facile. On achète tous de la banane pour nos enfants, on le met dans le... Et le deuxième fruit consommé, c'est la fraise. Donc c'est un fruit jeune avec du potentiel de la conso derrière. Et un fruit top. Donc la fraise a de l'avenir. Revenons à la pomme et la poire, Jocelyn. Oui, très rapidement, juste pour vous dire que sur Verger éco-responsable, un des points importants, quand on regarde un petit peu toute la communication des distributeurs ou des entreprises agroalimentaires aujourd'hui, elle est véritablement basée sur la transparence. La transparence, les méthodes de production, et une des opérations phares de Verger éco-responsable, c'est l'opération Verger ouvert que l'on fait chaque année au début de la campagne, au mois de septembre. Donc on a l'ambition d'augmenter... C'est-à-dire Verger ouvert, ça veut dire quoi ? Verger ouvert, c'est-à-dire qu'on ouvre les vergers de nos adhérents aux consommateurs. Au public. Au grand public. On les invite dans les vergers à venir découvrir les méthodes de production, à venir découvrir tout ce qui est mis en place dans les vergers éco-responsables. Donc tout ce qui est fait pour favoriser la biodiversité, protéger les pollinisateurs, voilà. Tout est fait sur le verger. C'est un hold-up. Moi, je suis très heureux parce que du coup, je vois que nos produits sont tellement attractifs qu'on vient les chercher sur le rayon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Combien de visiteurs, bon an mal an, dans ces vergers ? Vous avez une idée ? Le chiffre de visiteurs, on ne l'a pas quantifié l'an dernier. Il y a 2 ans, on était à peu près à 10 000 visiteurs sur la journée. Ce qui est important... c'est une journée ? Oui, en fait, c'est un week-end. On fait sur un week-end ciblé. Cette année, ce sera sur 2 week-ends pour tenir compte de la maturité et de la précocité des zones de production. Surtout, ce qui est important, c'est que derrière, nous mettons tout en place une action de relations presse et de relations publiques importante, ce qui nous permet d'avoir entre 300 et 400 retombées presse sur l'événement. Donc, c'est pour nous une grosse fenêtre de visibilité. Et surtout, ça permet de montrer nos vergers de l'intérieur, de montrer qu'on n'a rien à cacher et qu'on est au contraire, peut-être sur les méthodes de production de pommes et de poires, parmi les plus propres au monde. Voilà. C'est une bonne idée, ça, de faire visiter les exploitations. Vous faites ça dans le raisin et dans la cerise ? Vous allez le faire, hein ? Paul, il bûche ses fiches là. Et oui, je vérifie les informations, je ne vais pas dire trop de conneries non plus. De bêtises, on est à la télé. De bêtises. Donc oui, en cerise, il y a des visites qui se font dans les vergers. Donc l'action Immersion au cœur de la récolte, où on invite des partenaires locaux, de presse locale, à venir participer un petit peu à la récolte, voir comment ça se passe, échanger avec les producteurs. Donc c'est vrai que ça permet de créer une bonne ambiance de travail avec la presse et donc derrière forcément faire passer nos messages, communiquer sur les recettes, sur la diversité des produits et de l'utilisation de ces produits. Oui, parce que c'est le paradoxe. Il y a une envie, comme vous le disiez, Jocelyn, de végétal, de fruits et légumes, mais il y a une suspicion énorme. Et chaque fois qu'on parle d'un problème, on met en avant d'un problème de produits phytosanitaires ou de choses comme ça, on met en avant un fruit ou un légume. Comment en dehors de la démarche verger éco-responsable, qui est déjà une réponse, comment on fait pour répondre à cela ? Je pense qu'aujourd'hui, on a réellement un challenge majeur devant nous sur ces questions phytosanitaires. Je crois que l'analyse d'Éric Birlouez, il l'a livrée dernièrement, et c'est pas la première fois, elle est centrale. Aujourd'hui, nous avons une chance incroyable sur nos produits. On véhicule des notions de naturalité et autres. On doit se réapproprier le discours, être transparent sur nos méthodes de production et lever les doutes. Le marketing de la peur d'un certain nombre d'ONG a été efficace. On le voit au travers de la demande des distributeurs. Nous, on a besoin d'une chose. Un distributeur, il a besoin d'un message extrêmement simple. Et on ne peut pas leur reprocher, c'est que le consommateur, il met 20 secondes à choisir un produit sur le rayon. Donc, pour l'aiguiller dans son choix au moment de l'acte d'achat, il cherche ce que moi j'appellerais une communication absolue. C'est le 0, c'est le 100%, c'est le 100. Voilà, c'est des choses qui sont très simples, très basiques. La difficulté que nous avons, nous, c'est la complexité de nos métiers, la diversité de nos méthodes de production en fonction des zones et des produits. Et on doit se réapproprier finalement nos méthodes de production et apprendre à en parler, montrer la complexité de notre travail, montrer tout ce qui est mis en œuvre, montrer la responsabilité des producteurs
et sortir du discours qui voudrait faire croire que les producteurs ne sont pas respectueux de l'environnement ou ne sont pas sensibles à l'attente consommateur. Je pense que les producteurs sont avant tout citoyens, ils sont les premiers à être à l'écoute des attentes sociétales, et notamment parce qu'aujourd'hui, ces attentes sociétales, c'est des choses qui sont importantes dans le management de l'entreprise, dans le management de l'économie, que ce soit au verger, en serre ou ailleurs. C'est vraiment des éléments clés de la réussite économique des entreprises, donc on le regarde avec une grande attention. Et je pense que c'est une philosophie de travail, un basculement que la filière fruits et légumes a fait depuis longtemps, mais on n'ose pas le dire ou on ne sait pas le dire, donc on a vraiment besoin de se le réapproprier, de le dire haut et fort. Caroline, je vous offre le mot de la fin. Manger des fraises. C'est la saison, manger des fraises. Manger des fraises, mais voilà. Merci à tous, merci pour votre participation. Merci et à l'année prochaine. 10e édition de Medfel. On fera la fête l'année prochaine avec des fraises, avec des cerises, avec des pommes, avec du raisin et bien d'autres produits. Merci. Merci à la régie et merci à tous. Au revoir.